S'il y a bien un événement historique qui hante la mémoire militante, c'est à coup sûr la guerre d'Espagne. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est l'un des sujets qui nous a été le plus demandé depuis qu'on a créé la chaîne. Vu le format de nos vidéos, il est évident que l'on ne pourra que survoler le sujet. On va néanmoins essayer de comprendre pourquoi cette guerre civile tient une place si particulière dans la mémoire militante à gauche. Viva la quinta brigada, rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce conflit va être vu à gauche comme une guerre antifasciste. À l'été 1936, tandis que la France baigne encore dans l'ambiance joyeuse des premiers temps du Front populaire, c'est une atmosphère beaucoup plus tendue qui règne de l'autre côté des Pyrénées. En 1931, peu après la chute de la dictature de Primo de Rivera, la Seconde République avait été proclamée en Espagne. Malgré ses ambitions initiales, le nouveau régime s'était très rapidement trouvé en difficulté face aux forts antagonismes sociaux et aux conflits politiques entre les différentes forces en présence. Ainsi, en 1934, la grève des mineurs dans les Asturies dégénère en une insurrection qui sera sauvagement réprimée par la droite alors au pouvoir. La gauche prend sa revanche lors des élections du 16 février 1936 qui aboutissent à la victoire du Frente Popular. Ce Front populaire espagnol rassemble les principaux partis de la gauche de l'époque, qu'ils soient d'inspiration républicaine ou marxiste. Pour la première fois, les anarchistes n'ont pas appelé au boycott des élections. Ce non-appel à l'abstention permet aux anarchistes d'apporter un soutien tacite au Front populaire sans avoir à renier leurs principes anti-électoraux. La victoire du Front populaire épouvante la droite et l'extrême droite. La situation politique et sociale, marquée par des grèves dures, des affrontements de rue et même des assassinats, semble de plus en plus incertaine. Plusieurs chefs militaires monarchistes ou conservateurs préparent alors un coup d'État. Le putsch est déclenché les 17 et 18 juillet 1936. Les syndicats et les forces de gauche appellent les travailleurs à la riposte. À Madrid et à Barcelone, c'est la grève générale. Des barricades sont dressées, les ouvriers en armes affrontent la Guardia civile. Le coup d'État est finalement un échec. Les putschistes n'ont réussi qu'à s'emparer que de la moitié du pays. L'Espagne est alors divisée entre la zone nationaliste, contrôlée par les putschistes, et la zone républicaine. Les nationalistes sont rapidement dirigés par le général Franco. En plus d'une part significative des forces armées, le camp nationaliste peut s'appuyer sur les différents groupes monarchistes et sur la Phalange, un mouvement d'inspiration fasciste. Il peut aussi compter sur le soutien de l'Église catholique, très puissante en Espagne. Plus largement, Franco est soutenu par tout ce que l'Espagne compte d'éléments réactionnaires. L'Italie de Mussolini et l'Allemagne de Hitler apportent également une aide matérielle et militaire aux nationalistes. De l'autre côté, le camp républicain rassemble les syndicats et partis de gauche, mais aussi les autonomistes basques et catalans. Les éléments les plus puissants du camp républicain sont de loin les syndicats. L'UGT et la CNT dépassent toutes les deux le million d'adhérents. Si l'UGT est aux mains du Parti socialiste, la CNT est quant à elle anarcho-syndicaliste. Elle est d'ailleurs étroitement liée à la FAI, c'est-à-dire la Fédération anarchiste ibérique. On a cité les syndicats, les socialistes et les anarchistes, il faut bien entendu aussi évoquer les communistes. Initialement assez faible, le Parti communiste d'Espagne connaît cependant un développement rapide à cette époque. Ainsi, en Catalogne, les communistes parviennent à réaliser à leur avantage une fusion avec les socialistes. Autre formation à évoquer, le POUM, pour Parti ouvrier d'unification marxiste. Communiste mais anti-stalinien, le POUM est souvent, à tort, qualifié de trotskiste. En réalité, Trotsky est brouillé avec les dirigeants du POUM et considère ce parti comme centriste. Le camp républicain peut par ailleurs compter sur le renfort de volontaires internationaux. Une grande partie de ces volontaires seront regroupés au sein des brigades internationales, mises en place par l'internationale communiste. De plus, l'URSS et dans une moindre mesure le Mexique apporteront une aide matérielle à la République. Ainsi, si le camp nationaliste rassemble toute l'Espagne réactionnaire avec le soutien du fascisme international, le camp républicain est quant à lui largement dominé par les organisations du mouvement ouvrier.
Cet œcuménisme de l'ensemble du mouvement ouvrier dans une guerre contre le fascisme peut en grande partie expliquer l'importance qu'occupe la guerre d'Espagne dans la conscience militante. L'Espagne de 1936 ne se résume cependant pas à une guerre contre le fascisme. La zone républicaine est en effet aussi le théâtre d'une révolution sociale. Dans les territoires tenus par les républicains, le coup d'État a échoué du fait de la mobilisation des travailleurs qui ont pris les armes. L'État républicain, lâché par une bonne partie de ses troupes et incapable de se défendre par lui-même, est temporairement hors jeu. Beaucoup de patrons et de grands propriétaires ont pris la fuite. La réalité du pouvoir est donc entre les mains des travailleurs et de leurs organisations. Au front, beaucoup de combattants ne dépendent pas de l'armée et sont rassemblés dans des milices ouvrières constituées par les syndicats et les formations politiques. Dans les campagnes, de nombreuses terres sont collectivisées. En ville, ce sont des usines, des ateliers, mais aussi des hôtels, des restaurants et des salles de ciné qui passent sous le contrôle des travailleurs. Partout se créent des comités qui se substituent au pouvoir étatique. Le mouvement est particulièrement fort en Catalogne et en Aragon. Tous ces chamboulements sont parfois considérés comme une révolution typiquement anarchiste. Ce serait oublier que la CNT n'est pas seule à la manœuvre et qu'il est parfois difficile de faire la part entre ce qui relève de motivations idéologiques et ce qui répond à des nécessités pratiques. Il faut aussi prendre en compte la diversité des procédés, collectivisation, réquisition, contrôle ouvrier. Il n'empêche, malgré toutes les nuances que l'on peut observer, un fait demeure. Pendant un temps, les travailleurs se réapproprient massivement leur outil de production et font vaciller les pouvoirs établis. L'Espagne connaît bel et bien une révolution. Une guerre antifasciste et une révolution sociale, c'est déjà largement suffisant pour occuper une place de choix dans les mémoires militantes. Mais il y a autre chose qui focalise toutes les attentions à gauche. Ce sont les divisions. Et sur ce point-là aussi, la guerre d'Espagne est importante. Si dans les premiers temps, on l'a dit, une sorte d'œcuménisme semble souder la gauche espagnole dans son combat contre le fascisme, les divisions ne tardent cependant pas à refaire surface. L'un des grands points de discorde sera la question du rapport entre guerre et révolution. Pour une bonne partie de l'extrême gauche, qu'il s'agisse des anarchistes ou du POUM, guerre et révolution sont inséparables. La guerre n'aurait pas de sens pour les travailleurs si elle ne s'accompagnait pas de la révolution. Les communistes espagnols contestent cette lecture des événements. L'objectif prioritaire doit être la lutte contre les nationalistes. L'urgence du moment, c'est de mettre sur pied une armée efficace et disciplinée pour faire face à Franco, pas de disperser les énergies et de désorganiser davantage le camp républicain en poursuivant un processus révolutionnaire voué à l'échec en cas de défaite militaire. Non seulement l'heure n'est pas à la révolution, mais les excès de la CNT et du POUM risquent de nuire au combat contre Franco, en provoquant l'hostilité des classes moyennes, ce qui ne ferait qu'isoler davantage la République. Les divergences ne cessent de prendre de l'ampleur et tournent à l'affrontement. En mai 1937, Barcelone se couvre de barricades. Les communistes affrontent les militants de la CNT et du POUM. Après plusieurs jours de combats meurtriers, une trêve est conclue. Le match nul apparent cache en réalité une victoire nette des communistes. Un mois plus tard, ils font interdire le POUM, dont les militants sont pourchassés et parfois assassinés. Les milices ouvrières sont définitivement intégrées à l'armée républicaine, de nombreuses collectivités seront démantelées. Le processus révolutionnaire prend fin, ceux qui souhaitaient donner la priorité à la guerre l'ont emporté. Évidemment, ces événements alimentent encore aujourd'hui les querelles entre les courants politiques. Les anarchistes crient à la révolution trahie par les staliniens. I don't want his mother to see him. Look how they massacred my boy. Les communistes dénoncent l'inconséquence de l'extrême gauche qui menait le camp républicain à la défaite. Et on vous passe les accusations grotesques sur les hitléro-trotskistes. Les fractures sont aussi internes aux différents courants de gauche. Ainsi, les anarchistes espagnols sont eux-mêmes très divisés. Dès l'automne 1936, 4 ministres anarchistes entrent au gouvernement.
Oui, vous avez bien entendu, des ministres anarchistes. Et tout cela avec l'accord de la direction de la CNT. La CNT approuvera aussi l'intégration des milices à l'armée régulière et fera tout pour obtenir un cessez-le-feu lors des journées de mai 37 à Barcelone. En fait, même si elle ne l'assume pas forcément clairement, la direction de la CNT s'est elle aussi résolue à donner la priorité à la guerre au détriment de la révolution. Cette ligne passe évidemment mal chez une partie de la base, notamment chez les plus jeunes et au sein du groupe Les Amis de Durruti, qui dénoncent l'abandon de la révolution par la CNT. La question du rapport entre guerre et révolution n'est donc pas seulement un conflit entre les communistes et l'extrême gauche, elle divise au sein même du courant anarchiste. Du côté des communistes, le monolithisme apparent est trompeur. Les efforts de Torres ou de Dimitrov, qui semblent se démener pour mettre sur pied les fameuses brigades internationales et apporter un soutien conséquent à l'Espagne républicaine, sont ainsi court-circuités par les manœuvres et les calculs diplomatiques de Staline. La période est aussi au grand procès de Moscou et les agents de la GPU ne se contentent pas de liquider les seuls militants du POUM. Les exécutions concernent aussi des membres des brigades internationales. Bref, la politique stalinienne en Espagne a eu de quoi laisser un goût amer même aux militants communistes. On pourrait aussi rajouter les tiraillements du Parti socialiste entre son aile gauche et son aile droite, ou la fâcherie entre Trotsky et le POUM. Sans oublier qu'en France, la question du soutien à la République espagnole divise le gouvernement du Front populaire, tandis que les anarchistes français s'engueulent pour savoir si la CNT espagnole doit ou non être considérée comme traître pour avoir participé à un gouvernement. Vous l'avez compris, les divisions et polémiques n'épargnent personne et cela contribue bien entendu à conférer à la guerre d'Espagne la place à part qu'elle occupe dans la mémoire militante. Si on reprend depuis le début, on a donc affaire à une guerre antifasciste qui rassemble toute la gauche, à une révolution sociale et à des divisions et polémiques en pagaille. Il y avait donc largement de quoi hanter les mémoires de générations de militants. L'importance accordée à la guerre d'Espagne est d'autant plus grande que cet épisode a été à l'origine de nombreux monuments de la littérature. On pense notamment à Hommage à la Catalogne d'Orwell, Pour qui sonne le glas d'Hemingway ou même à L'Espoir de Malraux. Toutes ces œuvres ont contribué à nourrir un imaginaire autour de la guerre d'Espagne, illustré par le Guernica de Picasso et par les photos de Capa. Si toute cette production a contribué à maintenir bien vivace le souvenir de l'événement, elle a aussi sa part d'ambiguïté. Magnifiée, la guerre d'Espagne s'élève au rang de récits romanesques et d'aventures tragiques. Dans cette lecture romantique de la guerre, les mythes militants s'entrechoquent parfois au détriment d'une compréhension de la complexité des événements. On arrive à la fin de cette vidéo et on vient de se rendre compte que l'on n'a toujours pas expliqué comment se terminait la guerre d'Espagne. Mais on préfère ne pas avoir à vous le dire, c'est trop triste. Cet épisode est notre contribution à la saison antifasciste qui regroupe les camarades motivés à traiter le sujet sur YouTube. On t'invite à y jeter un œil, tu y trouveras sans doute des choses intéressantes et des angles que nous ne traitons pas. Le lien est dans la description, bisous!